Merci, Monsieur le Président. Comme Dominique Rousseau, je tiens d'abord à présenter tous mes remerciements aux organisateurs de cette manifestation. J'avais participé à celle du 3 juin et je suis très heureux d'être convié à nouveau à celle-ci. Je dois dire que par rapport à l'exposé de Dominique Rousseau, je serai beaucoup plus terre à terre et que ma contribution sera bien plus modeste et qu'elle nous ramènera, je dirais, face à une réalité qui est celle des transitions constitutionnelles. Mais au fond, en l'écoutant, je me suis rendu compte que nombre des questions qu'il évoquait étaient des questions que l'on retrouvait à travers ces différentes expériences que j'ai pu vivre de l'intérieur. J'ai eu le privilège dans ma carrière universitaire d'être à la fois un contemplateur, je fais partie des universitaires, vous savez que ce sont des fonctionnaires en France, donc on fait partie de l'administration contemplative, c'est-à-dire qu'on regarde les autres et on critique, et il m'est venu l'envie parfois de franchir la barrière et de faire partie, je dirais, non plus des contemplatifs, mais des actifs, et d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et c'est un peu de ces expériences que j'aimerais vous entretenir en répondant à la question « Pourquoi une constitution dans des états de droit ou dans un état de droit ?» Et je traiterai plus spécifiquement des situations post-conflictuelles ou post-crise, c'est-à-dire où l'on passe d'un état de fait à un état de droit. Enfin, c'est ce qu'on essaye de nous dire ou de nous faire comprendre lorsque on appelle à la rescousse un certain nombre de juristes qui, selon les mots de Francis Delperret, sont des pèlerins constitutionnels qui naviguent d'état en état pour voir un peu ce qui s'y passe. Alors, je commencerai mon propos par un constat. Un constat, c'est que la Constitution ou une Constitution peut exister sans qu'il existe d'état de droit. Nombre d'États possèdent une Constitution sans pour autant que l'on puisse parler d'état de droit au sens où Marc Verdussen l'a rappelé tout à l'heure. Et réécrire ou écrire une Constitution dans un État en transition ne suffit pas pour réussir une transition. Je crois que ça devient une espèce de totem, hein, pour reprendre le mot de Dominique Rousseau, mais si l'on pousse un peu plus avant le constat, lorsque des États qui ont vécu ces transitions politiques et qui se sont lancés dans une écriture constitutionnelle, on peut constater qu'un certain nombre de ces écritures constitutionnelles ont été des échecs. Alors, le constat à la fois de l'absence de succès automatique de l'écriture de la Constitution ou du fait qu'une Constitution peut très bien exister sans état de droit, doit nous amener quand même à réfléchir à ces deux affirmations. Pourquoi un état de droit et pourquoi une Constitution pour sceller cet état de droit? Car en réalité, il y a deux aspects bien différents. D'une part, l'idée que les individus et les institutions doivent se soumettre à une règle de droit, ça c'est une première affirmation, et la deuxième affirmation qui consisterait à dire que au sommet de ces règles de droit doit se trouver une constitution qui va à la fois reconnaître et sceller cet état de droit, mais aussi le garantir. Alors, dans le cadre tout à fait particulier que j'examine, la question préalable est celle de la rupture. Écrit-on aujourd'hui une constitution démocratique, s'entend, autrement qu'en période de rupture? Existe-t-il encore un besoin de constitution lorsque la démocratie est installée et fonctionne? En d'autres termes, la question que je me suis posée, c'est de savoir si le recours à la Constitution pour garantir l'état de droit n'était pas quelque chose qui naissait de façon consubstantielle à la transition constitutionnelle après une période de violence ou de crise. Car en réalité, la question se pose, en tout cas dans les situations où je l'ai examinées, dans des situations où on est passé de cette phase de très grande violence à une situation apaisée. Alors, bien évidemment, c'est une affirmation qui demande à être débattue, mais lorsque l'on jette un rapide coup d'œil aux constitutions récentes, on constate que la plupart d'entre elles ont été rédigées dans des situations post-crise ou post-conflictuelles. Il est très rare aujourd'hui qu'un État qui fonctionne normalement se dise « tiens, je vais réécrire une constitution ». Alors, certains de nos politiques en France l'évoquent régulièrement, mais en réalité,
c'est un débat qui s'arrête très rapidement. Alors peut-être aurais-je tort un jour prochain, mais je me suis posé la question en préparant cette présentation de savoir quelle était l'incidence de la crise ou du conflit sur la rédaction constitutionnelle. Et l'analyse que je vous propose, c'est-à-dire en examinant la question pourquoi une constitution dans un état de droit, va se focaliser évidemment sur les situations conflictuelles ou post-conflictuelles. Et au fond, ma question, c'est de savoir si la situation particulière des situations post-conflictuelles influe sur la rédaction d'une constitution et sur la reconnaissance de cet état de droit. Au fond, quelle est l'incidence de la crise ou du conflit? Alors, la question part d'une supposition, ou plutôt d'une intuition, selon laquelle il faut une constitution pour un nouvel état de droit. L'intuition est une intuition de bon sens qui est fondée sur l'idée qu'au fond, l'état de droit ou son respect a besoin d'une règle du jeu et que cette règle du jeu, on va la trouver dans la Constitution. C'est un petit peu, si vous voulez, comme si on évoquait un syllogisme selon lequel l'imposition d'un état de droit dans une période de transition impose une Constitution. On ne peut pas s'en sortir. Dès qu'on a ces deux éléments, état de droit et transition, on se tourne vers la rédaction d'une Constitution. Alors c'est une vérité assez simple, mais qui nécessite quand même une réelle réflexion approfondie pour la tester, car, à mon avis, la réalité est souvent beaucoup plus complexe qu'un syllogisme abstrait. J'ai personnellement vécu 3 situations, je dirais, récentes, ou plus ou moins récentes, dans les 20 dernières années: la construction de la Constitution en Afrique du Sud, la construction de la Constitution en Tunisie, et puis je suis en train de vivre la transition constitutionnelle au Myanmar, c'est-à-dire en Birmanie. Et j'ai pu constater, à partir de ces 3 situations assez différentes, qu'on se retrouvait toujours avec la même question: comment écrire une nouvelle Constitution, mais finalement à partir de prémices qui étaient assez différentes dans les différentes situations, dans les différents États, parce que les histoires et les problèmes se posaient de façon aussi extrêmement différente. Vous ne réagissez pas, vous ne répondez pas à la question pourquoi une nouvelle constitution dans un état de droit si vous êtes face à un régime antérieur qui a perdu le combat, si vous êtes face encore à des dirigeants militaires qui sont encore au pouvoir, qui acceptent une transition mais qui comptent bien y jouer un rôle, ou si vous êtes dans une situation où l'ancien dictateur est parti et où finalement ce sont les nouveaux protagonistes qui sont à peu près libres de faire ce qu'ils veulent. Alors, je voudrais faire simplement quelques réflexions sur les mots pour le sujet qui nous concerne. Alors, ici, dans le cadre que je vise, l'état de droit, et qui a été rappelé par Marx, c'est la soumission à la règle de droit et à l'ensemble de la hiérarchie des normes, de l'ensemble des autorités et des personnes publiques et privées. Alors, j'entends tout à fait ce qu'il a dit et je souscris à la définition qu'il a donnée tout à l'heure, mais ce qui me semble important dans les situations de transition, c'est le fait que la notion d'état de droit inclut les autorités publiques dans le respect de cette règle de droit. Parce que ce qui change, ou ce qui constitue la phase de bouleversement entre l'état antérieur, ce que j'appelle l'état de fait, et l'état de droit que l'on cherche à imposer dans la transition, c'est cette idée selon laquelle les personnes publiques sont elles-mêmes soumises à la règle de droit, alors qu'auparavant elles s'en affranchissaient. Ce n'est pas que la règle de droit n'existait pas. Il existait une constitution, il existait des règles, mais ces règles ne s'imposaient pas à l'État, ou l'État sans considérer ou considérer qu'il n'était pas lui-même soumis. Et au fond, cette question de l'état de droit, elle pose une question bien plus profonde, qui est celle de savoir si on peut refaire confiance à la règle de droit. Au fond, pendant des années, voire des décennies, on a essayé de considérer que la règle de droit était une règle qui était appliquée de façon inégalitaire, inéquitable, et selon les situations que l'on rencontrait, et pas pour l'État, pas pour les autorités publiques. Là, on repart de cette idée que les autorités publiques sont soumises elles-mêmes aux règles qu'elles créent. Alors, la Constitution, c'est un peu aussi une question que j'aimerais examiner brièvement, parce qu'il y a une double acception de la notion de Constitution. Il y a une exception formelle, la Constitution est un texte juridique, autonome, qui reconnaît, qui organise les pouvoirs constitués,
et leurs relations, puis une exception matérielle ou substantielle. Et cet ensemble de règles, écrites ou non écrites d'ailleurs, qui organisent les relations entre les pouvoirs, mais sans qu'existe nécessairement une constitution formelle, on va la retrouver dans les situations de transition assez tôt finalement, bien avant que la notion même de constitution ne fasse son apparition. Qu'une transition constitutionnelle prétende au respect de l'état de droit, ça me semble tout à fait normal, parfaitement logique, mais qu'elle cherche à y parvenir à travers un document écrit qui fédère les aspirations de vie en société autour d'un équilibre entre les pouvoirs, ça ne l'est pas moins. Mais est-ce que c'est suffisant pour autant? Alors là, je renvoie à l'exposé qui vient de faire Dominique, parce que je crois que c'est peut-être un élément indispensable, mais ça n'est certainement pas suffisant. Et en réalité, la situation de transition, je crois, ne peut pas se limiter à la question « Pourquoi une constitution dans l'état de droit ?» Je crois qu'il faut remonter aux actes générateurs de la transition pour comprendre la nécessité d'une constitution, et notamment la transition politique, pour en percevoir les particularités, les enjeux. Et dans les situations post-crise ou post-conflictuelles, on constate finalement que la transition se focalise autour d'un triptyque qui est représenté d'abord, par la pacification de la société, c'est-à-dire par l'accord de paix, par l'acceptation par les partis de ne plus recourir à la violence pour régler leurs différends. 2, par la création d'un dialogue politique national qui permet les échanges et la construction de cet accord entre les partis, et souvent d'ailleurs entre les anciens adversaires, c'est-à-dire qu'il y a une négociation véritable. Et enfin, 3, le scellement de cet accord dans une constitution qui devient en quelque sorte un pont entre le passé, le présent, et qui cherche à préparer ou construire l'avenir ou le futur. Et au fond, ce sont ces 3 questions qui serviront de tarame à la réflexion que j'engage devant vous sur la question qui nous était posée, à savoir pourquoi une constitution dans l'état de droit. Alors, je le ferai en partant d'études de cas, ou en évoquant les situations que j'ai été amené à fréquenter, notamment dans le cadre de cette chaire, puisqu'elle porte le nom de l'actuel conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères du Myanmar. Alors, 3 points, je ne suis pas français sur ce point, et donc je ferai un plan en 3 parties. La pacification de la société, le dialogue national politique, et enfin l'accord ou le scellement de l'accord dans la Constitution. Alors, la pacification de la société, ce que j'appelle la signature des accords de paix, alors cela peut paraître curieux de remonter aussi loin pour examiner la question pourquoi une constitution. Pourtant, je crois que l'accord de paix est le fait générateur de la transition dans une construction constitutionnelle dans ces États en transition. Pourquoi? Parce que, au fond, sans ces accords de paix, sans le point de départ qui consiste à dire on passe de la situation de violence à une situation de dialogue, rien ne peut se produire. Alors, je précise un petit peu, le terme accord de paix peut être un peu équivoque, et il est bien évident ici que je n'entends pas, à travers ces mots accord de paix, nécessairement un traité de paix. Il peut sortir d'une sortie de prison, lorsque Nelson Mandela sort le février 1990 de sa prison, eh bien, il s'agit d'un accord de paix. Il peut s'agir d'une vacuité du pouvoir, lorsque Ben Ali part et laisse le pays sans direction en Tunisie. Il y a aussi, si vous voulez, ce passage de la violence à une situation pacifiée. Et puis, troisièmement, il peut y avoir aussi un accord entre les factions dans une situation de conflit armé. C'est ce qui s'est passé au Myanmar, où les luttes interethniques sont en train de se cristalliser autour de cet accord de paix. Alors, on voit très bien que cette notion d'accord de paix, ou cette notion de pacification de la société à travers la signature d'un accord, est un élément clé de cette transition qui va permettre de passer d'une situation de violence à une situation, je dirais, de non-violence. Alors, l'idée est bien celle d'un passage à un autre. Il n'y a plus de combat, il y a une renonciation générale à la violence. La question qui va se poser immédiatement est celle de la négociation. Et alors, lorsqu'on commence à décortiquer ces accords de paix, c'est-à-dire ces discussions qui peuvent s'engager
entre les anciennes parties au conflit, c'est-à-dire entre ceux qui ont accepté de déposer les armes, de ne plus recourir à la violence. On voit très vite que la recherche d'un accord est quelque chose qui est extrêmement difficile, mais qui fait évoluer les rapports de force. En réalité, alors que ces personnes ouvraient le feu les unes sur les autres, elles apprennent à se connaître. Et en apprenant à se connaître, elles se reconnaissent un certain nombre d'éléments communs. C'est d'ailleurs assez surprenant de voir à quel point, et je suis sûr qu'on pourrait multiplier les exemples dans d'autres pays, des anciens ennemis d'hier reconnaissent au fond qu'au-delà de leurs différences, il y a quand même un minimum commun qui les rapproche. C'est peut-être cet espace dont parlait Dominique il y a un instant. Alors, bien évidemment, cette phase dépend largement des forces en présence, car elle implique de mesurer le rôle que peuvent être amenées à jouer chacune des parties. Tous les accords de paix ne se déroulent pas dans les mêmes situations. Vous avez des accords de paix où il y a des vainqueurs et des vaincus, et les vaincus ont généralement peu de place dans ces accords. Encore que, même dans des situations, je pense ici par exemple à celle qui est en train de se dérouler aujourd'hui au Sri Lanka, où une nouvelle constitution est en phase de rédaction. En 2009, les Tigres tamouls sont défaits par le gouvernement singalais dans une situation extrêmement violente. Les Tamouls ont donc perdu complètement la partie et aujourd'hui, on les ramène à la table des négociations pour discuter d'une nouvelle constitution et leur faire une place malgré leur situation extrêmement faible sur l'échiquier politique. Mais si l'on se réfère à la typologie qui a été dressée par un juriste chilien qui était un spécialiste de détransition, qui est José Zalaquet, il distingue 7 grands types de situations dans lesquelles cet accord de paix prend place, des accords de paix qui peuvent être inclusifs, exclusifs, ou des accords de paix qui... Alors, ces accords de paix qui essayent de cristalliser une situation et d'arrêter la violence pour passer au dialogue, ne génèrent pas une nouvelle constitution, entendons-nous bien. Mais elles posent quand même les fondements de son écriture. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde ce qui génère ou ce qui anime les rapports de force entre les parties dans ces accords de paix, si les rapports de force restent dominants, c'est-à-dire que chacun campe sur ses positions, que chaque groupe essaye de préserver ses acquis, et donc que l'équilibre est extrêmement difficile à trouver, on constate quand même qu'il y a une recherche d'un minimum commun, c'est-à-dire un socle sur lequel on va essayer de construire la nouvelle société. Alors, ça se fait souvent dans le bruit, dans des discussions où les cris ne sont pas absents, mais on essaye quand même, à travers cet accord de paix, de trouver ce qui peut réunir, ce qui peut rassembler, de ce qui peut agréger une société qui est une société divisée. Et ça, c'est probablement, je dirais, un point intéressant, parce que c'est à ce moment-là que l'on voit apparaître certains thèmes, certaines questions, qui, nous le verrons un peu plus tard, se retrouveront dans la Constitution. Ce qui m'a toujours frappé dans ces accords de paix, c'est de voir que, au fond, pour chacune des parties, il y avait une ligne rouge, en deçà de laquelle on ne pouvait pas descendre. Et que franchir cette ligne rouge remettrait en cause ces accords de paix et donc amènerait à un échec. Alors, ce qui me semble intéressant pour la discussion et la réponse à la question pourquoi une constitution dans un état de droit, au fond que ces accords de paix permettent de fixer des limites basses, en deçà desquelles il est impossible de descendre. Elles ne permettent pas de fixer la physionomie de ce que sera le futur régime de transition, quel qu'il soit, mais elles tracent déjà les prémices d'un cadre institutionnel, d'un cadre en termes de droits et libertés. De droits et de libertés, non pas au sens de catalogue constitutionnel tel qu'on le retrouvera plus tard, mais c'est un catalogue de droits et de libertés négatif. Si l'élément crucial de la crise ou de la violence a été l'égalité ou l'inégalité, ce sera l'égalité qui sera au centre du débat. Si c'est la religion, eh bien ce sera la religion qui sera au centre du débat. On voit très bien, au fond, que cet accord de paix est en quelque sorte le premier élément. Il ne permet pas de répondre à la question
pourquoi une constitution, mais il en constitue le socle ou le sol sur lequel va se développer l'idée d'une pacification organisée et qui va permettre, ça je crois qu'il ne faut pas l'oublier, de régler des différends. C'est-à-dire qu'au fond, dès ce stade-là, on voit apparaître un phénomène que l'on retrouvera un peu plus tard dans la Constitution, qui est celui de régler des conflits. Alors c'est une phase qui est assez cruciale pour la Constitution, même si elle ne le paraît pas. L'accord de paix, en revanche, et ça je crois qu'il faut en avoir conscience, reste une phase d'incertitude et d'instabilité. Et il est très difficile de prédire si une constitution pourra ou non découler d'un accord de paix et faire avancer la société vers une société pacifiée. Je crois qu'à ce stade, le mot droit n'est pas évoqué. On parle, je dirais, d'accord sans se soucier du cadre normatif ou du cadre juridique. Ce que l'on veut, c'est sortir de la violence pour aboutir à une société qui soit non violente. Mais évidemment, lorsque cet accord de paix est conclu, on constate qu'il constitue le point de départ de ce que sera la deuxième phase que je vais aborder maintenant, qui est le dialogue politique ou le dialogue national. Alors, je me permets simplement de constater ici une chose, c'est que lorsque l'on regarde les personnes qui gravitent autour de ces accords de paix, il y a généralement assez peu de juristes. Tout à l'heure, Dominique évoquait la question de savoir s'il fallait une constitution, et je dirais que, assez curieusement, je trouve que ceux qui réclament une constitution ne sont pas des juristes. Ce n'est pas une espèce de bande de professeurs de droit en mal de volonté de créer une nouvelle constitution, d'écrire une constitution qui est derrière. C'est-à-dire que ça vient assez naturellement. Il y a cette idée qu'il faille, à un moment ou à un autre, concrétiser cet accord de paix dans quelque chose de plus précis, qui sera la Constitution, et quelque chose ou une idée qui souvent, enfin c'est mon expérience en tout cas qui me l'a montré, pour ce que j'ai vécu en tout cas, c'est que cette requête n'était pas nécessairement une requête des juges. Alors, passons de l'accord de paix au dialogue national ou au dialogue politique, parce que si un accord de paix préalable à toute forme de poursuite de la transition est nécessaire, le dialogue national, le dialogue politique, lui est indispensable à la création d'une nouvelle constitution. Et en réalité, c'est à la fois la constitution du peuple et de l'espace qui se pose dès ce moment-là, même si on ne parle pas encore de constitution. Au fond, le dialogue national, alors le dialogue national ou le dialogue politique, c'est une expression que j'emploie, je dirais, de façon générique. Tout cela signifie simplement qu'on essaye de formaliser cet accord de paix par des règles de vie ou des principes sur lesquels et des valeurs sur lesquelles les différentes composantes de la société qui étaient divisées vont accepter de vivre ensemble. Alors, de ce côté-là, je crois qu'il faut admettre qu'il y a souvent une certaine incertitude. Ce dialogue politique par rapport à l'accord de paix, quelle différence possède-t-il ? Eh bien, tout simplement, les acteurs ne sont plus nécessairement les mêmes. On a un dialogue qui est élargi, où au fond, ce ne sont plus un tout petit groupe qui discutent entre eux, c'est plus De Klerk et Mandela qui sont sur la terrasse d'une maison à Stellenbosch, à quelques encablures de la prison où était Nelson Mandela. Ce ne sont plus des discussions entre les militaires et Aung San Suu Kyi dans une maison à Rangoon. Là, le dialogue politique fait intervenir une masse beaucoup plus large, la société ou les représentants de ce que j'appelle la société civile. Et souvent, ces représentants de la société civile vont pouvoir se faire entendre. Quand je parle des représentants de la société civile, il faudrait être beaucoup plus précis, je n'en ai malheureusement pas le temps, mais je constate ici que souvent ce sont des groupes qui ont eu eux-mêmes à souffrir du précédent régime, c'est-à-dire qui ont été des victimes, des protagonistes, des minorités qui ont été maltraitées, etc., etc. Alors, ce dialogue politique que l'on essaye d'instaurer signifie simplement que l'on va discuter des principes, des règles, d'équilibre, des pouvoirs, des contre-pouvoirs, des libertés, de ce que sera ou ce que pourrait être la société de demain. Alors, quand on regarde les discussions qui ont lieu au sein de ces forums, ça peut être des conférences nationales, ça peut être des négociations multiparties, enfin, là, sans rentrer dans les détails de toutes ces formes de dialogue politique,
ce que l'on constate, c'est que les questions qui sont discutées, très très vite, deviennent des questions qui sont substantiellement constitutionnelles. On parle de la vie en société, on parle des droits et des libertés. Le dialogue politique, en revanche, reste à mon avis une phase qui est encore à la fois complexe, mais qui est aussi conflictuelle. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on peut croire, le dialogue politique reste une phase qui va en quelque sorte essayer de construire, mais essayer de construire en respectant les différences de chacun. Et là où il peut y avoir aussi un blocage au sein du dialogue politique, c'est que cette notion de consensus qu'on a un peu trop, à mon avis, tendance à mettre en avant lorsqu'on parle de transition constitutionnelle ou de reconstruction constitutionnelle, ce n'est pas une phase de consensus, c'est une phase de compromis. C'est-à-dire que chacun essaye de tirer le meilleur parti de ce qu'il pourra obtenir dans la future société. Et cela montre d'ailleurs, c'est très variable suivant les conflits et suivant les transitions, mais cela montre que certaines sociétés sont plus avancées que d'autres, tout simplement parce que le conflit est plus ou moins prégnant encore dans l'esprit de certains. Et ce qui m'intéresse ici dans cette seconde phase, c'est qu'au fond, c'est une phase dans laquelle on essaye de bâtir une relation de confiance entre les parties. J'ai dit tout à l'heure qu'au sein de l'accord de paix, la grande difficulté était tout simplement de trouver des éléments de rassemblement commun. Au sein du dialogue politique, on essaye d'apprendre à connaître évidemment ceux avec lesquels on ne s'entendait pas, mais également de rechercher ce qui pourrait nous amener ou amener un groupe à faire confiance à l'autre. Alors c'est une phase qui est également à haut risque, qui nécessite, et ça c'est aussi important parce que ça va conditionner la réponse à la troisième question, une certaine organisation pour ne pas transformer cette phase en forum incontrôlable. On a vu dans certaines transitions constitutionnelles ou certaines transitions politiques des transitions être complètement bloquées au stade de cette deuxième phase, au stade du dialogue politique. Si je prends par exemple l'exemple du Népal, ça a duré entre 5 et 7 ans, tout simplement parce que la phase en elle-même était inorganisée. La phase politique, je l'ai dit, est également révélatrice des tensions et des contradictions du processus de transition. Je n'évoquerai ici que quelques éléments. La situation des minorités, qui est ici foncièrement complexe. Quand vous vous trouvez devant une société pluriculturelle, ou en tout cas qui comporte un certain nombre de groupes qui ne sont pas des groupes homogènes, eh bien, vous avez très très vite des dissensions qui s'insèrent dans cette phase politique et qui peuvent la faire échouer. La question aussi du processus contrôlé. On constate que dans ces phases politiques, l'une des raisons pour lesquelles l'échec peut être patent, c'est le manque de direction, le manque de charisme de certaines personnes pour diriger. Lorsque vous n'avez pas de leader, lorsque vous n'avez pas cet élément humain qui est imprévisible, qui permet à la transition constitutionnelle d'avancer, elle peut être bloquée purement et simplement. Ce ne sont pas uniquement des facteurs mécaniques qui sont en cause, mais aussi des facteurs humains. La question centrale du dialogue politique reste cependant celle de sa maîtrise, le futur être ensemble, ce que l'on veut construire à travers un régime politique. Et ici, on constate deux choses qui, à mon avis, peuvent expliquer la difficulté de cette phase et son incidence sur la question à laquelle nous tentons de répondre. D'une part, le conflit politique ou l'inégalité des forces en présence peut donner lieu à certaines parties une envie de résister pour exercer un contrôle ou disposer d'une minorité de blocage. Et là, on constate que le risque est de transformer cette phase de dialogue en phase de blocage. Et ceci peut être encore amplifié si l'une des parties détient un pouvoir de paralysie, voire de destruction du processus. C'est ce qu'avait tenté le Linkatha Freedom Party, le parti Zoulou,
en Afrique du Sud lors des négociations constitutionnelles de 1994. Il s'était retiré volontairement du processus parce qu'il voulait un État fédéral que les autres ne voulaient pas lui reconnaître. Et au fond, cette position et la force avec laquelle les autres ont résisté l'ont amené à accepter. C'est une forme de chantage. Mais dans un État où il n'y aurait pas en face des partis suffisamment forts pour résister, eh bien, cette phase politique pourrait être ou se transformer en échec. Alors, il y a un autre phénomène qui me semble aussi devoir être mentionné ici et pris en considération, c'est que les acteurs du dialogue national ne sont pas nécessairement des experts des questions qu'ils traitent. Au fond, lors de cette phase, on constate une forme de déconnexion entre les acteurs du dialogue politique et les acteurs ou futurs acteurs du processus constituant. Et ça, c'est quelque chose qui permet peut-être de comprendre que les attentes que l'on voit se profiler dans ce processus politique, eh bien, ne sont pas nécessairement celles qui vont se retrouver dans le processus constitutionnel. Et cette étanchéité me semble d'ailleurs devoir faire écho à celle des phases d'expertise, c'est-à-dire que lorsque l'on regarde qui se trouve sur le terrain dans les phases de dialogue politique, on constate que les personnes qui essayent de trouver des solutions au dialogue politique, et je parle même d'acteurs internes ou externes, ne sont pas les mêmes que celles qu'on va retrouver au stade du dialogue constitutionnel. Et ces personnes ne se parlent pas, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'échange entre elles. Et ça, c'est assez curieux, parce que finalement, on parle du même problème, des mêmes problèmes, mais il y a une espèce de frontière étanche entre les deux. Alors, sur la substance du dialogue politique, quelques mots très rapides. Je crois que le contenu du dialogue suppose de fixer des principes et des valeurs communes auxquelles se rattache la transition. Alors, ce qui est assez curieux ici, c'est qu'on retrouve des matières qui sont, encore une fois, purement constitutionnelles. Le partage et l'exercice du pouvoir, que ce soit de façon verticale avec le régime politique ou horizontale avec la dévolution des pouvoirs, la décentralisation et le fédéralisme. La protection des droits, et notamment par rapport au passé. Et donc, on voit que dans l'accord politique, il y a des aspects de pure négociation politique qui n'ont aucune incidence, ou qui n'auront aucune incidence sur la structure et le fonctionnement du régime, et d'autres qui, au contraire, comportent des incidences institutionnelles. Et au fond, ce dialogue politique, c'est déjà encore, en quelque sorte, un dialogue préconstituant qui répond à la question « Pourquoi une constitution ?» Parce que le dialogue politique le veut et le nécessite, tout simplement. On ne parle que de ça. Alors évidemment, le mot constitution ou le contenu de la constitution, la forme de l'État, tout ça n'est pas encore évoqué, mais les principes sont évoqués. C'est d'ailleurs, je dirais, assez symptomatique, mais lorsque, je reprends le cas de l'Afrique du Sud, les négociations multiparties se sont achevées, ils ont développé 34 principes, ce qu'ils ont appelé les principes constitutionnels, et ils se sont dit, la future constitution devra respecter ces 34 principes. Ce ne sont pas des constitutionnalistes qui ont développé ces principes, ce sont des acteurs politiques qui se sont réunis et qui ont essayé de développer cette argumentation. Alors, j'en viens maintenant à la troisième phase, qui est la Constitution. La Constitution, je le constate, c'est un fait. Elle n'a pas été réclamée par les constitutionnalistes. Elle est venue un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir, sur le terrain. Et elle s'est imposée comme quelque chose qui devait, en quelque sorte, conclure le processus de transition. Et je crois que c'est assez important à prendre en considération. Le fait de vouloir une constitution, ce n'est pas, je dirais, une requête juridique. C'est presque un fait psychologique. On cherche, à travers la Constitution, à conclure une phase ou une phase passée. Alors, quelques mots sur cette phase, qui est aussi une femme. Je lui donne ce visage, lapsus révélateur. Je crois que, au fond, la construction de l'état de droit, tel que l'entendent ceux qui ont participé à cette pacification et à ce dialogue politique, se traduit, pour eux, dans leur esprit, par la rédaction d'une constitution. Alors, ce n'est pas tellement, je dirais, un modèle particulier de constitution qui est exigé, c'est l'idée selon laquelle la constitution substantielle doit se retrouver dans une constitution
formelle. Je crois aussi que quand on décortique, passez-moi cette expression, ces transitions constitutionnelles, très souvent, lorsqu'on passe à cette phase constituante, je ne parlerai pas du comment puisque c'est un autre sujet, mais on constate que très souvent, on remonte en amont de la crise et on s'aperçoit très souvent que dans les premières discussions qui ont lieu autour de la Constitution, on repart à la Constitution originaire qui a été violée et qui a souvent été la cause du conflit. Les conflits, je parle ici des conflits les plus modernes, ont toujours commencé par une violation des règles qui existaient. La Constitution de Weimar, la Constitution sud-africaine de 1931, en quelque sorte une rédaction d'une Constitution britannique. Il y a au fond cette idée qu'à un moment, l'État s'est désolidarisé des principes qu'il devait défendre et qu'on veut en quelque sorte faire ce retour à la Constitution et reprendre le fil de la protection que la Constitution peut offrir. Alors, j'aimerais ici insister brièvement, parce que le temps m'est compté, sur cette phase, sur 3 éléments qui me semblent se détacher dans cette écriture constitutionnelle. La première des originalités d'une constitution de transition repose, à mon avis, sur cette volonté de conjurer le passé et d'inscrire l'histoire dans la Constitution. Ça, c'est une phase, c'est un élément qui me semble tout à fait caractéristique des constitutions de transition. L'idée, au fond, c'est de se départir du passé. Cette idée de plus jamais ça refait surface, et c'est quelque chose non seulement qui fait partie du débat constitutionnel, mais qui fait partie ou qui est inscrit dans la Constitution. Lorsqu'on lit nombre de préambules des constitutions qui ont été écrites dans les situations post-conflictuelles, vous verrez qu'il y a systématiquement cette référence au passé. Alors, on n'écrit pas, enfin, c'est ce qu'on m'a appris, mes professeurs de droit constitutionnel m'ont appris qu'on construisait une constitution pour l'avenir, mais pas pour le passé. Or là, le passé est un élément fondamental de cette réflexion sur l'écriture constitutionnelle dans les situations de transition. Il y a une forme d'exorcisme des situations passées. Il s'agit ici de situer la Constitution comme un point de rupture avec le passé, et on retrouve, à mon avis, en filigrane, 2 éléments. D'abord, la légitimité. Au fond, en écrivant une Constitution, un nouveau gouvernement qui n'est pas nécessairement sorti des urnes depuis bien longtemps cherche aussi à s'asseoir sur un texte qui va en quelque sorte constituer le socle de son pouvoir, et cette légitimité peut être fournie par l'écriture constitutionnelle ou par la rédaction du constitutionnel. Et puis c'est aussi la reconquête de l'état de droit dans une situation post-conflictuelle. Il s'agit de donner un sens au mot état de droit. Quand vous avez un état dans lequel plus personne ne fait confiance à la règle de droit, comment voulez-vous amener un citoyen à dire mais non, il faut recroire dans cette protection? C'est pas facile, c'est pas quelque chose de naturel. Il y a une espèce de conquête que ce processus constituant doit. Deuxième originalité des constitutions à l'état de transition repose sur la nécessité de rétablir des règles ou des valeurs communes. Alors, je crois que plus que le partage du pouvoir, la construction d'un avenir commun passe par le respect de valeurs fondamentales. Et c'est évidemment extrêmement banal ce que je raconte, mais je crois que quand on se retrouve dans une situation de transition post-conflictuelle, on se rend compte à quel point cette banalité est importante pour chacun des individus qui est là. Aller voter pour la première fois, sortir dans la rue sans être inquiété en sachant quand on ferme la porte de son appartement qu'on va la rouvrir le soir, ce sont évidemment des luxes qui pour nous ne nous apparaissent pas extrêmement fantastiques, mais qui pour des personnes qui ont vécu dans la peur et dans la terreur peuvent apparaître comme de véritables conquêtes. Et la Constitution peut aussi faire partie de cette reconquête. La question, c'est quand même de savoir si on peut parler de valeurs communes dans une société divisée. Est-ce que ces valeurs communes ne sont pas des valeurs de compromis? Est-ce que ce sont vraiment des valeurs communes? Et là, je crois que le débat mérite d'être posé, je me garderai bien d'y rester.
d'y répondre. Mais ce que je veux simplement ici souligner, c'est que la Constitution est rarement un produit de consensus. C'est un produit de compromis. Et dans ce produit de compromis, on trouve un certain nombre, je dirais, d'hérésies constitutionnelles, pour nous, textuelles en tout cas, en disant mais pourquoi ils ont écrit ça? Ils ont écrit ça parce qu'ils ne pouvaient pas écrire autre chose. Et parce que c'était le dernier point sur lequel on pouvait arriver pour arriver au texte constitutionnel. Alors, je crois que le compromis constitutionnel est inévitable dans ces sociétés en reconstruction, et c'est pour ça qu'au fond, le pacte social que l'on construit en reconstruisant la Constitution, ou en répondant à la question pourquoi une Constitution à l'état de droit, ce n'est pas quelque chose qui s'achève à partir du moment où la Constitution est adoptée ou promulguée et mise en œuvre. La construction de la Constitution ou de ce pacte social que la Constitution réalise, c'est quelque chose de graduel. Alors pas au sens où Marc l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire on change la Constitution pour la détruire, hein, ou pour porter atteinte à certaines de ces valeurs communes qu'on a, je dirais, difficilement reconstruites dans des situations de post-violence, mais on peut aussi avoir une idée de construction constitutionnelle et de construction d'état de droit qui soit graduelle. Et c'est au fond cette idée de dialogue permanent qui doit être mise en œuvre. Enfin, un troisième et dernier point, Monsieur le Président, pour respecter l'horaire. La troisième originalité, me semble-t-il, dans le processus constitutionnel ou d'écriture constitutionnelle dans les États en transition, qui répond aussi à cette idée pourquoi une constitution dans un État de droit, eh bien, cette troisième originalité repose sur la transcription des modes de gouvernement communs qui sont acceptés par toutes les parties. C'est qu'au fond, on accepte de gouverner ensemble. On accepte l'inacceptable. On accepte de partager le pouvoir. Et si on reprend le triptyque que j'évoquais, accord de paix, dialogue politique, transcription dans la Constitution, le mode de gouvernement impose des choix qui permettent, dans la Constitution, à chacun de se reconnaître. On dit que la Constitution doit apparaître comme un visage ami, qu'on doit se reconnaître, quelle que soit la fraction, le groupe auquel on appartient dans une société divisée. L'idée, c'est que la Constitution, ça devient une sorte de bien commun que l'on accepte, une idée selon laquelle, au fond, maintenant, à travers cette conclusion d'une phase douloureuse de transition, eh bien, on va pouvoir avoir son mot à dire. On retrouve d'ailleurs dans les attentes que l'on formule auprès de la Constitution ces ambitions de pacification, de justice. Et je me suis amusé en préparant cette séance à comparer au fond l'écriture de la Constitution et la réponse à la question que nous étions posée avec les attributs de la justice transitionnelle, dont je ne vais pas vous parler ici, qui est un de mes autres sujets de passion. Mais au fond, je trouve qu'il y a un certain parallélisme que l'on peut établir entre l'écriture constitutionnelle et la justice transitionnelle. Et surtout à travers trois de ces éléments, le traitement du passé, que j'évoquais tout à l'heure, la reconnaissance des responsabilités, c'est qu'au fond, on accepte de dialoguer avec ceux avec lesquels on ne pouvait pas dialoguer, d'une certaine façon aussi, une forme de réconciliation. C'est que la Constitution, dans ces États en reconstruction, apparaît comme un élément fédérateur ou qui cherche à refédérer des sociétés qui étaient profondément divisées. Et un élément qu'il ne faut pas oublier aussi, et qui est peut-être plus important encore, c'est la garantie de non-répétition. Ce que l'on cherche avec la Constitution, c'est aussi à ne pas répéter ce passé, à construire un avenir et un futur qui soient dignes de ce nom pour les nouvelles générations. Et les catalogues des droits fondamentaux, les préambules, lorsqu'on en examine, sont assez révélateurs de cette volonté de réconcilier et de cette volonté de ne plus répéter. Quand on constate, par exemple, que quand vous regardez une constitution dans laquelle l'inégalité a été de mise pendant des années, l'article 9 de la Constitution sud-africaine de 1996 qui parle de cette question d'égalité est un petit monument du genre, parce qu'on voit très bien que ce n'est pas uniquement le principe d'égalité que l'on cherche à défendre, c'est une nouvelle notion de l'égalité, c'est cette notion post-apartheid que l'on cherche à construire.
Alors, j'ai conscience que celles et ceux qui participent à ces transitions savent que ces transitions, au fond, ne sont rien. L'écriture d'une constitution, je crois qu'il faut en avoir conscience, n'est pas nécessairement, pour ceux qui la rédigent, l'aboutissement d'une œuvre qui va s'achever. Au contraire, c'est après, le jour d'après, que la véritable constitution est la réponse à la question pourquoi une constitution dans un état des droits commence. Et je crois que la réponse pourquoi une constitution dans un état de droit est-elle nécessaire, ce n'est pas uniquement la réponse formelle, Monsieur le Président, qui consiste à dire on a écrit une constitution, on a achevé le travail. Cette constitution qui a été voulue, je dirais, un peu par tout le monde parce qu'elle a représenté ce fait psychologique du passé vers le futur, cette idée que les nouvelles générations doivent connaître autre chose que cette violence qui a été le lot quotidien de toute une société. Les écrivains constitutionnels savent très bien que la réponse à cette question ne tient que dans le futur, qu'elle est évolutive, qu'une constitution doit pouvoir respirer. Ce n'est pas quelque chose de figé, même si les principes et les valeurs qu'on cherche à défendre sont celles qui ont été, à un moment ou à un autre, la raison principale pour laquelle le conflit a cessé. Je vous remercie.